soit retourné dans son coma. Il rouvrit les yeux à cause de la soif et de la faim. Il n'avait plus du tout mal aux muscles, mais des courbatures terribles et contraignant à se déplacer avec précaution. Tous les bancs de l'île attendaient des explications sur ce qui s'était produit ce soir-là. Ambre avait assuré qu'elle allait suivre dès le rétablissement de Matt. Ce dernier se sustenta largement avant de se laver et que Claudic jusqu'à un balcon du troisième étage, d'où il put s'isoler pour contempler la forêt de l'île. Aujourd'hui encore, il ne parvenait pas à se souvenir de ce qu'il avait fait. Il avait agi d'instinct, sans prendre le temps de réfléchir, et c'était ça qui le perturbait, cette capacité à se mettre en action en une seconde à peine. Ça ne lui ressemblait pas. Il avait toujours su se préserver dans son ancienne vie, ne pas avoir de problème avec les brutes de l'école, ne pas se mêler des règlements de compte. Bienvenue à toi, Os 312. Matt n'avait rien d'un héros. Bienvenue à toi. Habituellement, il prenait toujours son temps avant d'agir. Dès que des ennuis se profilaient, son cœur battait la chamade de ses mains, et ses mains étaient moites, ses jambes cotonneuses. Et voilà qu'il sauvait Ambre par 2 fois en moins d'un mois. Que lui arrivait-il? Se pouvait-il que l'altération agisse aussi sur le cerveau? Non, je ne me sens pas différent. C'est juste que s'il faut faire quelque chose, je le fais sans hésiter. Bienvenue plusieurs fois à toi, Host 312, je t'ai vu. L'adrénaline, ce sentiment de peur et d'excitation qui paralyse ou ralentit la plupart des gens dans les situations extrêmes, n'a plus pris sur moi. Suis-je un autre, Matt, pour autant? Non, je ne crois pas. J'ai simplement fait ce qu'il fallait. Était-ce ça, avoir la toffe d'un héros? Cette faculté à analyser et agir dans les pires moments sans perdre de temps ni se bloquer pour prendre la meilleure décision. Finalement, Matt s'apaisa en acceptant de se dire qu'il n'avait fait qu'obéir à ce qu'il sentait être bien. Une nouvelle peur en émergea. Serait-il à la hauteur si un nouveau danger se présentait? Son instinct lui dicterait-il la marche à suivre? Saurait-il l'entendre et l'écouter? Matt n'était plus sûr de rien et il avala sa salive. Tout ça devenait très différent de ces jeux de rôle où il s'amusait à être un héros dans la réalité. La bravoure ne se prévoyait pas, elle ne se calculait pas. Elle était brave ou non au moment d'agir. Je vais devoir expliquer à tout le monde ce que j'ai, pensa-t-il tout haut, ce que je deviens, un garçon avec une force anormale que je ne maîtrise pas à volonté, mais qu'il survient dans des crises. Il soupira longuement. Ils vont me prendre pour un monstre, ajouta-t-il, avant de se rappeler qu'ils étaient tous concernés, car si Ambre avait vu juste, l'altération touchait de plus en plus de pans. En parler ne serait pas si mauvais que ça. À bien y réfléchir, on pourrait identifier les altérations plus rapidement. Et les traîtres sont-ils conscients de ce pouvoir? Contrôlent-ils le leur? Si c'est le cas, alors une guerre bien plus destructrice que ce que nous imaginions est sur le point de débuter. Il fallait prendre ses responsabilités. Héros ou pas, Matt devait s'adresser aux autres et s'expliquer. Il se sentait moralement fatigué. La violence de son agression par le cynique de l'épicerie et par le sang des gloutons se mélangeait au crâne
crainte de complot, au risque de meurtre et à l'altération naissante. Matt ignorait s'il serait ou non à la hauteur de ce qui les attendait, mais il était sûr à cet instant que son devoir était de parler, de rassurer et de souder leur clan menacé. La réunion fut organisée le soir même. La grande salle n'était plus éclairée que par 2 lustres et l'estrade illuminée par des dizaines de bougies posées un peu partout. Matt regarda chaque pan s'asseoir en le dévisageant. On murmurait en le scrutant. L'adolescent eut un sentiment d'être un singe dans un zoo. Une fois le silence établi, il marcha jusqu'au centre de la scène en pierre, d'une démarche lente, rouillée par les incontrôlables courbatures qui raidisaient son corps. Il fixa l'assemblée, pan après pan. « Mes amis, commença-t-il, comme vous l'avez tous vu, il s'est passé quelque chose avec mon corps depuis la tempête. Je suis capable de développer une force anormale dans certaines circonstances. Ambre, que vous connaissez tous, pense qu'il s'agit d'une modification naturelle et qu'elle nous concerne tous. » Il tendit la main dans sa direction pour l'inviter à poursuivre. Ambre se leva et vint le rejoindre pour prendre la parole. « C'est essentiellement grâce aux déductions de Doug que j'en suis venu à ce constat. La Terre a déclenché une impulsion d'autodéfense dont les signes avant-coureurs étaient la multiplication des ouragans, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et même des perturbations des températures et des saisons. Nous n'avons pas su l'écouter, et ce phénomène a atteint son point culminant le soir du 26 décembre. Lorsque la tempête a ravagé le monde, tous buvaient ses paroles, les yeux exorbités, la bouche ouverte ou les sourcils foncés. Ambre sillonnait lentement l'estrade tout en déroulant son exposé. Bien entendu, sous quelque forme que ce soit, l'impulsion était une sorte de signal bouleversant certains codes génétiques, notamment dans les plantes et leur vitesse de croissance, accélérant la photosynthèse pour... Un murmure collectif s'éleva et Ambre fit signe qu'elle comprenait le problème. La photosynthèse, c'est la capacité d'une plante à se nourrir de la lumière du soleil et du gaz carbonique pour produire ce dont elle a besoin pour vivre et s'épanouir. Rassurez-vous, je ne suis pas plus savante que vous, mais j'étais bonne élève, plaisanta-t-elle. Et depuis toute cette histoire, je lis beaucoup de livres scientifiques. Bref, la Terre a réagi à notre présence, envahissante et surtout polluante, en déclenchant à ces plantes d'être plus dynamiques et, pour s'assurer que le problème n'allait plus se reproduire, elle a déchaîné ses foudres sur l'humanité. La majorité des adultes a disparu cette nuit-là. Quelques-uns sont parvenus à en réchapper avec la jalousie et la haine qu'on leur connaît à notre égard. Les cyniques, d'autres ont été génétiquement modifiés si brutalement qu'on peut supposer que leur cerveau n'a pas pu tenir le coup. Ils sont devenus des bêtes sauvages, les gloutons, et enfin, nous, les pans. Pourquoi la Terre nous a-t-elle massivement épargnés? Je pense que c'est parce qu'elle croit en nous. Nous sommes ses enfants, certes, des arrière, et je pourrais remonter longtemps comme ça, petits enfants. Mais l'humanité est le fruit de ses entrailles. Elle veut encore y croire. La fascination de l'auditoire était telle qu'on pouvait entendre le vent siffler dans les longs couloirs du manoir. Ambre prit le temps d'observer ces visages inquiets et curieux à la fois. Puis elle poursuivit. Au final, la Terre n'a fait que reproduire à son échelle ce qui se passe dans tous les organismes auxquels elle a donné naissance. Stimuler une réaction de défense. Elle a envoyé ses anticorps et d'une certaine manière, ceux-ci nous ont contaminés au passage.
dites-vous bien que ça n'a rien de négatif. La nature nous permet d'exploiter pleinement certaines zones de notre cerveau qui dormaient jusqu'à présent et en altérant subitement notre génétique, nous parvenons à plus d'harmonie avec la nature et ses composants principaux, eau, feu, terre, air, ainsi qu'avec le potentiel de notre corps. Ça signifie que certains d'entre nous auront un contact privilégié avec l'un de ces éléments, selon sa propre nature. D'autres se concentreront plus sur leur corps et l'une des aptitudes en particulier. C'est au cas par cas. Mais ça n'a rien de mauvais. Nous évoluons, c'est tout. Aussitôt, des dizaines de chuchotements emplirent la grande salle, et bientôt ce furent des conversations enflammées. Matt et Doug tentèrent de rétablir le calme sans succès. Doug se leva et fit retentir une cloche plusieurs fois, et le silence revint peu à peu. Il est nécessaire de suivre l'évolution de nos altérations à toutes et à tous, préconisa Ambre. J'aimerais vous soumettre une proposition que nous votions pour élire un responsable qui sera chargé de recueillir nos témoignages pour tenter de cerner l'altération de chacun. Bonsoir Stella 27. Oui, toi, s'écria un autre, et tous approuvèrent en frappant leur verre sur la table pour la forme. Doug demanda qui voulait se présenter, et Matt s'aperçut que Claudia hésitait. Doug la fixa et fit un très léger signe de tête pour l'en dissuader. On demanda qui voulait Ambre comme consultante de l'altération. Presque toutes les mains se levèrent, et Arthur n'eut pas besoin de les compter tant le vote était majoritaire. Ambre ne semblait pas très satisfaite de cette nouvelle charge, et lorsque la réunion fut terminée et qu'elle put s'extraire du magma de questions qui l'assaillirent, elle retrouva ses deux amis et pointa le doigt vers la porte fermée. Merci, c'est gentil. Voilà exactement ce que je voulais éviter. Maintenant, je ne vais plus pouvoir faire un pas sans qu'on me saute dessus pour me demander si c'est normal de bâiller sans arrêt ou d'avoir des cloques sur les pieds. Je voulais de la discrétion, mener mon enquête à mon rythme. Matt et Tobias ne surent que répondre. Ce dernier haussa les épaules. Tu vas avoir une sacrée importance maintenant. Au moins, on pourra contrer Doug dans les décisions qu'il prendra. Peut-être, mais j'aurai des difficultés à me rendre disponible pour notre alliance et la mission qu'on s'est fixée. Courage, je pense qu'ils vont tous te tomber dessus les premiers jours, mais ça va vite se calmer, exposa Matt. Ambre se prit le visage entre les mains et inspira profondément. Je l'espère. En attendant, vous allez devoir vous passer de moi. Et maintenant que je vais pouvoir légitimement contredire Doug lors des réunions, il va nous détester encore plus. S'il doit agir, je crains qu'il décide de ne plus attendre. Soyez vigilants et n'oubliez pas qu'il y a 2 ennemis sur l'île, dont l'un, au moins, est prêt à tuer sans hésitation. Chapitre 30. Cache-cache mortel. Le Kraken disposait de son centre d'un vaste patio circulaire qui servait de salon d'hiver. Chaque étage possédait un balcon rond donnant sur cette cour intérieure qui faisait ressembler l'endroit à une immense pièce montée creuse. Son sommet était couronné par une coupole de verre laissant filtrer le soleil, ou les étoiles jusqu'aux fauteuils et sofas en fer forgé en contrebas. Matt avait remarqué que si Doug voulait sortir de sa chambre pour rejoindre le fumoir ou toute autre partie située dans les 2 tiers avant du manoir
obligés de passer par le patio. Aussi avait-il suggéré que Tobias et lui montèrent leur garde ici. Ils pouvaient ainsi se reposer, voire dormir à tour de rôle, sans pour autant déserter leur poste. Ils s'étaient installés tout en haut, sur une corniche servant à soutenir une statue d'Amazone au-dessus du vide, et puisque la plateforme était assez large pour les accueillir, Matt avait disposé plusieurs épaisseurs de couverture sur lesquelles ils s'étaient allongés. Au début, Tobias n'était vraiment pas à l'aise. Il n'osait pas fermer l'œil, car aucun garde-fou, s'il venait à rouler pendant son sommeil, il chuterait de 20 bons mètres avant de s'écraser sur le dallage. Puis, la fatigue et l'habitude aidant, il finit par s'assoupir dès la deuxième nuit, tandis que Matt guettait. La troisième nuit, aux alentours de minuit, une fine pluie se mit à tambouriner sur la verrière, juste au-dessus de leur tête. Matt ne ressentait plus que de légers tiraillements aux muscles et ses blessures aux mains cicatrisées. Tobias contemplait le buste nu de l'Amazone, cette fière guerrière tenant un arc devant elle. « Pourquoi il lui manque un sein ?» demanda-t-il tout bas. « Je crois que la légende dit qu'elle se le coupait pour pouvoir mieux tirer à l'arc. » Tobias fit la grimace en se touchant les pectoraux. « Je suis content de ne pas être une Amazone, » confia-t-il. « Tu t'entraînes toujours ?»« À l'arc, oui, souvent. Il faut dire que je ne suis pas très bon. Je touche souvent la cible, mais je n'arrive pas à mettre la flèche au centre. J'enchaîne les tirs trop vite. Ça a toujours été mon problème, la précipitation. Tu es un hyperactif. Faut toujours que ça aille vite, ou que tu fasses quelque chose. À mon avis, si tu parviens à te calmer, tu tireras mieux. » Après un silence, Tobias désigna l'Amazone. « Elle est jolie quand même, tu ne trouves pas ?» Matt hésita. « Ouais. Dis, t'as déjà touché les seins d'une fille ?» Matt pouffa. « Non, non. T'as pas envie ? Moi, je suis curieux, lâcha-t-il, sans détourner le regard de la poitrine amputée. Sûr que j'aimerais bien, mais faut trouver la bonne fille, pas n'importe qui. » Tobias prit le temps de jauger cette réflexion avant de répondre. « Pas faux, ça doit être pareil quand on trouve la fille vraiment très jolie et quand on s'en fiche. C'est plus qu'une question d'être jolie ou non, c'est de l'attirance. » « T'es déjà tombé amoureux ?» Matt regarda ses mains. « Non, pas encore. » « Et Ambre, tu la trouves comment ?» Matt sentit son ventre se creuser. « Ambre, c'est une sacrée jolie fille. Pourquoi ?» Qu'est-ce que Tobias pensait? S'alarma Matt. Ça se voit que je l'aime bien. Si Tobias avait pu le remarquer, alors tout le monde, y compris Ambre, le savait aussi. Jolie comment, insista Tobias. Jolie comme ça, ou jolie attirante? Matt avala sa salive. Il n'osait pas avouer ce qu'il pensait vraiment. Parce que moi, je la trouve vraiment canon, enchaîna Tobias. En même temps, la Lucie, elle est pas mal non plus avec ses grands yeux bleus. Tu vous disais. Matt, rassuré que Tobias n'insiste pas davantage sur Ambre, se reprit. Oui, c'est vrai qu'elle est belle. Je me demande si je pourrais lui plaire. Bien sûr que tu pourrais, pourquoi pas? Bah, tu sais bien, je suis noire et elle est blanche. Oh, ça, on est des êtres humains, non? C'est quoi la différence? Ah oui, ta peau est de la couleur de la terre, la sienne est celle du sable. C'est avec du sable et de la terre qu'on fait des continents, qu'on fait la terre, non? Alors vous êtes fait pour vous mélanger. On ne peut en être que de bonnes choses. Si seulement tout le monde pouvait penser comme toi. Matt allait répondre lorsqu'il aperçut du mouvement plus bas. Une lueur ambrée apparut au premier étage. Matt donna une pichenette sur le bras de son copain. Regarde, ce sont eux. Deux silhouettes encapuchonnées longèrent le patio,
sautirent sur leurs pieds, sautèrent sur le balcon et dévalèrent les marches jusqu'au premier étage où ils se firent plus discrets. À cette vitesse, ils ne tardèrent pas à rattraper les deux comparses au visage dissimulé. On dirait qu'ils vont faire le passage secret, murmura Matt. Regarde, cette fois il y a un grand et un petit. Ça pourrait être Doug et Arthur. Ou Reggie. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu comptes t'opposer à eux? Non, seuls s'ils s'en prennent directement au pan de l'île dès cette nuit. Mais si ça tourne mal, j'essaie de plaquer le petit au sol. Je m'occupe de l'autre. Ils ne tardèrent pas à traverser le fumoir et ses senteurs épicées, et comme prévu, le mystérieux duo entra dans le couloir au passage secret. Matt et Tobias s'arrêtèrent au coude avant les marches pour ne pas être vus. Plusieurs voix leur parvinrent. Personne ne nous a vus, demanda Doug. Non, tout le monde dort, répliqua un garçon. J'ai pris toutes les lames qu'il y avait dans la licorne, fit une fille. Et moi j'ai ramassé les dernières que je n'avais pu prendre l'autre jour au centaure, fit une quatrième personne, un autre garçon. Très bien, les félicita Doug. On n'a plus qu'à descendre toutes celles qui sont ici, et les armures, et l'île sera débarrassée de toutes les armes en acier. Tu les caches où? Fit la fille. Aussitôt Matt songea à son épée, et fut pris d'une colère sourde, qu'il parvint à terre en se répétant qu'il l'avait cachée dans le fond de son armoire. Si elle s'y trouvait encore, il se promit de la dissimuler encore mieux. Dans une petite salle du manoir hanté, répondit Doug, personne ne pourra y accéder. Vous avez fait du bon boulot, c'est le meilleur moyen de s'assurer que tout se passera comme prévu quand on lui ouvrira les portes. Tobias se colla à Matt pour lui murmurer à l'oreille. Ils sont en train de soigner leur plaie. Ils nous laissent sans défense. C'est pour bientôt. Matt hocha la tête. Il va falloir agir, on ne peut plus attendre, répondit-il de la même manière. Je vais tenter de voir leur visage. Il faut qu'on sache qui fait partie des traîtres. Il se pencha tout doucement à l'angle du mur pour que le haut de son crâne dépasse, puis ses yeux. En bas des marches, Doug discutait avec 4 silhouettes. Il put reconnaître le petit à ses côtés, son frère Reggie. Merci, c'est gentil. Bonne nuit et à une prochaine fois surtout. Bonne nuit. Merci encore. Il put reconnaître le petit à ses côtés, son frère Reggie. Les autres étaient soit de dos, soit trop dans la pénombre pour être visibles. La fille prit la parole. On a peut-être un souci, dit-elle. Ça fait 2 nuits consécutives qu'une nuée de chauves-souris vole au-dessus de l'île. Elles sont très nombreuses, peut-être 100 ou plus. Elles tournoient pendant plusieurs heures avant de s'éloigner. J'avoue que ça ne m'inspire rien de rassurant. Elle bougea suffisamment pour qu'une mèche de cheveux bouclés sorte de son capuchon. Elle était blonde. Or, Claudia était brune. Une autre fille, d'après les voix qu'ils entendaient. Matt était certain que tous les autres étaient des garçons. Ça portait le nombre de conspirations à au moins 6, un véritable gang. Des chauves-souris, répéta Doug, je n'étais pas au courant. J'espère qu'elles n'ont pas muté comme d'autres espèces animales. Je n'ai pas envie d'avoir des ennuis avec des bestioles volantes. Derrière, Matt, Tobias étouffa un éternuement. Malgré tous ses efforts, un sifflement fusa dans le couloir. « Salut, compote de pommes !» Doug et les siens sursautèrent. « Qu'est-ce que c'est ?» dit-il. « Allez voir. Reggie, tu restes avec moi. On va planquer toutes les armes, vite. »« Oui, ça va. Et toi, ça va? Tu passes une bonne soirée ?» Matt fit volte-face
de chaussures entrèrent à toute vitesse. Quelqu'un est planqué ici, c'est sûr, fit un des traîtres. Tu crois? C'était pas le vent plutôt? Non, on aurait dit un éternuement. Les trois se séparèrent pour inspecter la pièce. Derrière le bar, dans chaque recoin, sous les épais rideaux. Matt pouvait suivre leurs gestes grâce à leurs jambes qu'il distinguait. Il n'allait pas tarder à le découvrir. Lui ou Tobias, que ferait-il alors? Ils protégeront leurs secrets, ils nous tueront, ils garderont prisonniers quelque part jusqu'à accomplir leur sinistre stratagème. Voilà ce qu'ils feront. Ils devaient agir, prendre les devants, mais pouvaient-ils battre 3 personnes au corps à corps? Matt doutait de parvenir à canaliser sa force. Il n'y rêvait pas lorsqu'il s'entraînait. Pourquoi en serait-il autrement pour se battre? Il semblait qu'elle ne se manisse lorsque s'il était dans le feu d'action, presque en état second. Tant pis, je dois tenter ma chance. Si j'ai l'effet de surprise avec moi, j'ai peut-être une chance de les mettre KO. Matt avait les jambes vides, sans énergie. La peur le rendait hésitant. Jamais il n'arriverait. Le garçon, un peu autoritaire, s'immobilisa juste devant le canapé où Matt se tenait. Maintenant, je dois y aller, maintenant. Pourtant, il n'osait bouger, incapable de rassembler le courage nécessaire. Quelqu'un était forcément là, s'énerva le garçon, qui menait le petit groupe. À tous les coups, c'est ce pan dont Doug se méfie, ce Matt. Tu veux qu'on aille voir sa chambre? Si on court, on peut peut-être être en même temps que lui. S'il n'est pas dans son lit, on sera fixé. Et s'il est tout essoufflé, pareil. Bonne idée, on fonce. Les 3 disparurent en une seconde. Matt sortit de sous le canapé et alla libérer Tobias de son placard. Ils vont savoir, paniqua Matt. Ils coururent vers ma chambre. Quand ils la trouveront vide, ils sauront que c'était moi qui étais là, que je sais tout de leur plan. Ils ne me laisseront jamais en vie. Alors on va dans la mienne. Ils sont si malins que ça. S'ils sont si malins que ça, ils ne tarderont pas à venir la vérifier aussi. Tout le monde sait qu'on traîne tout le temps ensemble. Moins de 5 minutes plus tard, Tobias et Matt faisaient semblant de dormir. Le premier dans son lit, le second sur le sofa. La porte s'entrouvrit peu de temps après. Les 2 amis entrèrent en apnée pour ne pas paraître essoufflés, et une voix murmura. Tu le vois, ils sont là, je te l'avais dit. C'était le vent en bas. La porte se referma et Matt soupira. C'était passé tout près. Chapitre 31. Visiteur nocturne. Pendant ces mêmes 3 jours, Ambre fut assaillie de questions. Tous les pans, ou presque, firent la voir pour lui demander s'il était normal d'avoir un peu mal aux jambes, à la tête, d'avoir des cauchemars, d'être déprimé, ou de se sentir seul. Elle eut bientôt le sentiment d'être une épaule consolatrice pour accueillir les confidences, plus qu'une pionnière de l'altération. Malgré tout, elle trouva motif à satisfaction auprès de 5 personnes qui manifestaient les signes évidents de l'altération. Elle confirma ce qu'elle pensait depuis longtemps du grand Sergio. Il avait une faculté à produire des étincelles et elle l'encouragea à s'entraîner, suspectant un potentiel bien plus important encore. Gwen avait un rapport à l'électricité qui ne laissait planer aucun doute non plus, et elle en parla pendant 3 heures, cherchant à se rassurer. Ambre parvint à la renvoyer dans sa chambre en lui certifiant que ça n'avait rien de dangereux pour sa santé, puisque c'était une conséquence naturelle de la tempête, une évolution liée à l'impulsion lancée par la Terre. Bill, un jeune pendu centaure, parvenait à produire de minuscules tourbillons dans son verre d'eau, ce qu'Ambre considéra comme extrêmement prometteur avec du temps et de l'entraînement. Peut-être parviendrait-il à influencer les surfaces bien plus importantes.
résultat était tout de même parlant. Lorsqu'ils avouèrent être volontaires depuis le début pour participer aux cueillettes sur l'île, et par fondeur, Ambre sut que son hypothèse se confirmait. L'altération se manifestait en fonction d'une nécessité. Plus on faisait quelque chose et plus on développait la faculté en adéquation. Le matin du 4e jour, elle se leva avec difficulté, fatiguée par tous ces témoignages. Elle fit ses impulsions matinales avec de l'eau froide, le quotidien des bancs, et après avoir avalé un morceau de pain et une pomme, elle prit le chemin de son bureau de consultation, comme elle disait. Il s'agissait en fait d'une ronde de pierre sans toit, d'une rotonde en pierre sans toit, à une centaine de mètres de l'hydre au milieu d'une épaisse végétation. Elle trouvait l'endroit paisible. Agréable avec le soleil qui baignait la région depuis plusieurs jours et suffisamment isolée pour que tout ose venir la voir, même les plus gênés. Durant le trajet, elle ne put se défaire du sentiment d'être suivie. Elle se retourna plusieurs fois sans apercevoir qui que ce soit, et pourtant cette désagréable impression quand les pieds ne la quittaient pas. La petite rotonde baignait dans les grains du soleil. La pierre encore froide de sa nuit se réchauffait doucement. Les branches, les fougères et les buissons dans le vent léger. Ambre prenait des notes pendant ces discussions, et elle profita du calme pour les relire. Des bruits de pas ne tardèrent pas à l'extraire de sa concentration. Maître et Tobias virent s'asseoir sur l'un des bancs, accompagnés par Plume, le chien le plus grand qu'Ambre ait jamais vu. Doug mène toute une bande, fit Matt en guise de bonjour. C'est une équipe, au moins 6 personnes. Elles viennent de débarrasser l'île de toutes les armes. On ne pourra plus se défendre. Ton épée aussi, demanda Ambre. Non, heureusement. Elle était cachée. Je crois qu'ils l'ont oubliée. Ambre se laissa tomber en arrière pour reposer sa tête contre des colonnes de la rotonde. Elle scruta le ciel, pensive. Que fait-on, fit-elle. Si on fonce sans subtilité, je crains le carnage. On pourrait alerter tout le monde, mais sans savoir qui sont les traîtres. Les traîtres, ça va vite revenir aux oreilles de Doug, et il mettra son plan à exécution. On se fera massacrer. Tu proposes de démasquer ses complices. C'est ce qu'on s'est dit ce matin avec Toby. Tobias acquiesça largement. On va trouver un moyen de les identifier tous, affirma-t-il. Alors on pourra s'organiser dans leur dos, parler à tous les autres bancs en prenant soin d'éviter les traîtres. Comment comptez-vous faire? Matt répondit. Avec de la patience, on les suivra la nuit jusqu'à ce que nous parvenions à voir le visage de chacun. Ambre ne semblait pas convaincue. C'est dangereux et ça va prendre un temps fou. C'est la seule solution. Je sais, s'énerva la jeune fille, mais je n'aime pas que vous preniez tous ces risques, et on n'a pas beaucoup de temps devant nous avant qu'il ne libère le Minotaure. A-t-on le choix? Allez, viens, j'ai entendu 3 coups de trompette ce matin. Je n'avais pas entendu. Une réunion le matin, c'est rarement bon signe. Ils arrivèrent parmi les derniers. La plupart des bancs étaient occupés et Doug était déjà en train de parler. Avant d'aborder le sujet de cette assemblée, je voulais régler quelques détails d'intendance. Les armes pour commencer, il serait préférable de les garder toutes dans un même endroit fermé à clé. On se souvient tous de notre ancienne société et de ce que la circulation des armes a engendré comme violence. Je pense donc qu'il ne faut plus en conserver une seule sans surveillance. Voilà, je laisse cette idée germer dans vos esprits. Nous en reparlerons bientôt. Sinon, le problème de la volière entre les poules, les pigeons et toutes les espèces dont nous disposons, Colline a beaucoup de travail et il ne serait pas contre un bon coup de main. Qui se porte volontaire comme préposé à la volière avec Colline? Matt se pencha vers Ambre et Tobias. Doug ne perd pas le nord. Il sait qu'il doit y avoir encore des armes cachées
C'est pour s'occuper des poules et de leurs œufs, surtout les oiseaux, c'est mon territoire. Tiffany de la licorne se proposa, suivie par Paco, le plus jeune pan, d'origine mexicaine, à peine 9 ans. Parfait, déclara Doug. Vous verrez avec Colline pour vous répartir les tâches. Vous touchez pas aux oiseaux, jugea bon d'insister Colline en grattant sa joue pleine de boutons. Vous, ce sera les poules. Satisfait de s'être débarrassé des tracasseries, Doug arbora ce clés rassemblées. On s'est un peu fait surprendre par notre consommation, les réserves commencent à baisser. De plus, nous allons bientôt manquer d'allumettes et de briquets. Même si on les utilise le moins possible, ça part vite. Il nous faudra également des pansements et tout ce qu'on pourra trouver pour les soins. Côté vêtements, si vous manquez de quelque chose, c'est le moment de nous confier votre liste avec la taille ou la pointure. Le convoi partira demain matin pour la ville, donc je les veux ce soir. Comme d'habitude, s'il y a des volontaires, qu'ils lèvent la main, sinon nous procéderons au tirage au sort. Travis, dont la chevelure rousse ne cessait de pousser, leva la main, suivi d'Arthur, et son air acariâtre. Sergio, le plus costaud des pans de l'île, s'ajouta à la liste. Cohen se proposa ensuite. Au grand étonnement de ses deux amis, Matt leva le bras. Bienvenue, Os 312. J'ai envie de sortir, de voir ça, leur murmura-t-il. Aussitôt, Ambre fit de même, entraînant Tobias à contre-cœur. Bonsoir, Os 312, Elite Grasse. Doug hocha la tête. Parfait, je me rejoindrai au groupe. Ça fait longtemps que je n'ai pas participé au ravitaillement. Bonsoir, Os. Nous partons demain matin à l'aube, juste avant que tout le monde sorte. Os. Matt posa une question, non dénuée de malice. Doit-on emporter des armes? Ce serait plus prudent, non? À quoi bon? Nous ne savons pas nous en servir, répliqua Doug. En cas d'attaque, il serait préférable d'avoir un objet pour se défendre. Doug prit une seconde pause pour bien choisir sa réponse. J'en choisirai 2 ou 3 avec Arthur, mais inutile de nous charger. Nous aurons bien assez de poids au retour. Vous allez passer à côté de la fumée dans la forêt, s'enquit Caroline, une jeune blonde de l'hydre que Matt avait rarement eu l'occasion de croiser. Non, nous garderons nos distances. Vous l'avez peut-être remarqué, cette fumée continue. Je crains qu'une communauté de gloutons se soit installée là. Va-t-on envisager une expédition pour aller voir ce que c'est exactement? Demanda une fille d'habitude très timide, répondant au nom de Svetlana. Rien n'a été décidé, mais je ne crois pas. On n'a aucun intérêt à prendre ce genre de risque. Il suffit de se tenir éloigné de l'endroit, qu'il n'est pas trop proche. Ce sera tout pour ce soir. Les verres retentirent sans vigueur sur les tables, et tandis que l'assemblée sortait dans le brouhaha, Ambre se pencha vers Matt. Pourquoi tu le cherches? Le provoquer s'il commet une erreur. Tu devrais éviter, ça risque de le mettre vraiment en colère contre toi. En tout cas, ça a marché, triompha Matt avec un rictus. Comment ça, fit Tobias? Il a trahi l'identité d'un de ses complices. Puisque aucune arme n'est accessible, il n'ira pas en choisir 2 ou 3, comme il dit. Avec quelqu'un, il ne fait pas partie de sa bande. S'il emmène Arthur dans sa cachette, c'est que ce dernier est au courant. C'est aussi simple que ça. Tobias approuva. On ajoute Arthur à la liste. Bien joué. Le soir, l'Alliance des Trois décida qu'il était préférable de dormir pour être en forme le lendemain. D'autant que Doug et Arthur venaient, il était peu probable que les traîtres agissent dans la nuit. En se couchant, Matt avait laissé une fenêtre de sa chambre ouverte. Il faisait chaud dans la pièce. Il s'endormit peu à peu quand une série de clapotis
des draps que l'on fait claquer dans l'air. Sauf qu'il y en avait tellement que Matt imagina un instant tous les pans du manoir à leurs fenêtres en train de s'agiter. Il s'éveilla tout à fait en chassant cette image surgrue pour s'approcher de la fenêtre ouverte. Le bruit était impressionnant, un grouillement puissant. Matt sortit la tête à l'extérieur. Aussitôt, quelque chose vint lui frôler les cheveux. Venu au-dessus, il pivota pour contempler le ciel à l'aplomb du kraken. Un nuage noir bourdonnait, dissimulant les étoiles. Des formes noires s'en détachèrent pour plonger vers le visage de Matt. Des chauves-souris, comprit-il en reculant précipitamment et en repoussant le battant de verre devant lui. Trois triangles obscurs fusèrent avant de s'immobiliser devant la vitre, puis de remonter à pleine vitesse pour se fondre dans la masse. Qu'est-ce qu'elles font? Matt se rapprocha doucement de la fenêtre. J'ai jamais vu autant de ces bestioles en même temps. Soudain, un groupe se détacha en file indienne pour piquer vers la forêt de l'île, rapidement suivi par un autre puis un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le nuage fonde pour raser la cime des arbres. De là où il se tenait, Matt eut l'impression de contempler une nappe d'huile qui glissait sur une mer statique. La nuée reprit de l'altitude pour survoler le manoir du Capricorne au nord-ouest, tournoya un moment avant de fondre en direction du Centaure, où elle demeura plusieurs minutes. À cette distance, Matt ne distinguait plus rien. Il repensa aux jumelles qu'il avait utilisées avec Tobias pour fuir New York. Tobias avait laissé leurs affaires dans son armoire. Il fouilla son sac à dos et s'empara des jumelles pour observer l'étrange palais aérien. Par moments, Matt pouvait voir les taches noires descendre pour faire du surplace devant les fenêtres. À quoi s'amuse-t-elle? Elle ne lui avait pas semblé amicale en voulant lui agripper les cheveux. On dirait qu'elle cherche un moyen d'entrer dans le Centaure. Si elle réussit, ce sera le chaos à l'intérieur. Matt imagina la colonie se précipitant dans les chambres, lacérant les cuirs chevelus, les bras, les jambes, poussant les pans les plus fragiles dans les escaliers. Un cauchemar. Matt hésitait à sonner l'alerte. Mais comment prévenir les occupants du Centaure de ne surtout pas ouvrir une fenêtre ou une porte? Impossible. C'est alors que le nuage reprit de l'altitude pour s'éloigner de l'île en direction du nord. Matt poussa un soupir de soulagement qui ne dura pas longtemps. La fille qui parla à Doug la nuit précédente avait vu ses chauves-souris 2 soirs de suite. Matt se sentit mal à l'aise. Ces animaux n'agissaient pas normalement. Un problème courait. D'abord, elles semblaient beaucoup trop nombreuses. Ensuite, il les avait clairement vues passer d'un manoir à l'autre. Cherchait-elle quelque chose ou quelqu'un? Soudain, il songea à Plume. La chaîne était là dehors, vulnérable. Elle vit dans cette forêt depuis 6 mois, elle ne craint rien. Les chauves-souris étaient présentes depuis plusieurs jours. Plume n'était probablement pas une cible intéressante pour elle, à moins qu'elle ne se soit cachée. Il fallait lui faire confiance. Matt se souvint de la tentative d'assassinat dans la grande salle, la troisième faction, l'inquiétante présence du Robert Oden dans ses rêves, et enfin cette histoire de chauve-souris. Ça faisait beaucoup. Il parvenait déjà difficilement à gérer la traîtrise de Doug et
impitoyable envers ses ennemis, réalisait que jamais son imaginaire ne l'avait préparé à cette violence. Souvent, il se remémorait le bruit horrible qu'avait provoqué la lame en s'enfonçant dans le corps du glouton. Et ce petit matin, l'île dormait encore. Les 8 compagnons de route étaient rassemblés devant le pont, et Plume était harnaché d'une sangle reliée à une carriole de la taille d'une table de billard montée sur 4 grandes roues tout-terrain. Il sembla à Matt que la chienne avait encore grandi. Elle devait bien peser dans les 90 kilos à présent. Était-ce une impression? Continuait-elle de se développer? Jusqu'où pouvait-elle ainsi aller? Tobias portait son arc sur l'épaule. Doug et sa bande n'avaient pu saisir les arcs. Trop de pans s'entraînaient régulièrement dans l'espoir d'aller à la chasse pour manger de la viande. Cela ne serait pas passé inaperçu et il n'aurait jamais pu l'expliquer sans éveiller les soupçons. Côté défense de l'expédition, Doug avait confié à Sergio une masse d'armes à Arthur et Travis et un long couteau à Gwen. On donna à chacun un gros sac à dos vide pour porter les victuailles au retour et la vigie du pont. Calvin, le garçon noir que Matt aimait bien, les salua tandis qu'il mettait la passerelle de tôle en place pour traverser. Salut, suprême. Bonsoir à toi. Ambre se rapprocha de Matt. Bien dormi, ça peut aller. Sans qu'il sache vraiment pourquoi, Matt n'avait pas envie de parler des chauves-souris. Il se dit qu'il ne souhaitait pas inquiéter ses amis inutilement. Moi, je me suis entraîné jusqu'à tard hier soir, confia Ambre. Je n'arrive toujours pas à faire bouger, ne serait-ce qu'un crayon à papier. Ça m'exaspère. Il faut être patiente. Je sais, mais je voudrais tellement y parvenir. Tu sais combien de temps on va mettre pour atteindre la ville? Environ 4 heures si on ne traîne pas, plus les pauses. Ensuite, on s'accorde 1 heure pour souffler et manger, 3 heures pour faire le plein et le temps de rentrer. On devrait être là avant le crépuscule. Pourquoi ne sort-on jamais la nuit? On aurait plus de chances d'éviter les gloutons, non? Ils ne voient toujours pas dans le noir à ce que je suppose. Non, je ne crois pas. Si on ne sort pas la nuit, c'est que c'est plus dangereux. De nombreux prédateurs ne chassent qu'une fois le soleil couché. La faune a beaucoup changé depuis la tempête. L'impulsion n'a pas rendu que les gloutons fous. Bon nombre d'espèces animales sont redevenues agressives. Tous les chiens, par exemple, à l'exception de Plume, forment des bandes et sont impitoyables. Des pans se sont fait dévorer, à ce qu'on raconte. Ils ont retrouvé leur instinct. Puissance 10, pire que des loups, car ces chiens-là n'ont pas du tout peur de nous. Tobias vint se joindre à la conversation. Allons marcheur a rapporté une fois qu'il existe des toiles d'araignées de la dimension d'un terrain de football, voire plus. Dedans vivraient des milliers de ces bestioles horribles, et on dit qu'elles se jettent sur n'importe quelle proie, même humaine, pour lui infliger des milliers de morsures qui auraient le même effet que sur une mouche. Merci à toi d'avoir écouté. Bonne nuit, bonne soirée.
tous ces scarabées qu'on a vus sur l'autoroute avec Tobias. Il t'a raconté des millions des scarabées, l'interrompit Ambre. C'est le nom que les pans leur ont donné. Tu sais, la plupart d'entre nous les ont vus. Les vestiges de nos autoroutes ont été infestés. Il paraît qu'ils sont toujours là. Autrefois, ils allaient tous vers le sud. Désormais, ils circulent selon une immense boucle qui descend et remonte dans tout le pays. Quand ils vont au sud, ils produisent une lumière rouge avec leur ventre. Quand ils vont au nord, elle est bleue. Ils semblaient un peu désorganisés au début, mais maintenant, c'est toujours comme ça. Sait-on ce qu'ils font? Non, les longs marcheurs aimeraient étudier cette migration. On est à peu près certain qu'elle n'est pas due au hasard, mais ça n'a pas été fait. Il faut du temps. Les bronzes sont seulement en train de s'organiser. C'est vrai, ça fait seulement 6 mois. Dire que j'en ai passé 5 à dormir. Il marchait, et au fur et à mesure que le soleil se levait dans leur dos, ses rayons déliant la nature, celle-ci retrouvait tout son panache, l'éclat de son vert émeraude. Après plus d'une heure et demie, Doug, qui ouvrait la marche en compagnie du grand Sergio, décréta qu'il fallait faire une pause. Il se désaltéra. Matt, prenant soin de verser un peu d'eau dans une gamelle à plumes, qui eut bientôt les papilles dégloutissantes. Quelques carrés de chocolat chacun, et on repartit d'un bon rythme. Matt fut surpris par la cacophonie qui résonnait dans la forêt. Des dizaines d'espèces d'oiseaux interpellés dans un pays bruyant, sans aucune gêne vis-à-vis de ces humains qui passaient par là. Des roucoulements comme Matt n'en avait jamais entendu, des pépiments rafales aux sonorités musicales et d'interminables stridulations montantes et descendantes. Les oiseaux qui parvenaient à apercevoir étaient souvent classiques, pivers, corbeaux ou mésanges, et parfois étranges comme cette espèce d'une blancheur argentée, à ailes jaunes, brillantes comme de l'or, et à la tête surmontée d'un panache bleu clair. Lorsqu'il s'envola, il dévoila le dessous de ses ailes d'un rouge éclatant. Personne ne parlait, ou rarement, à l'exception de Gwen et Ambre qui discutaient à voix basse. Les autres préféraient se concentrer sur la cadence, tout en prêtant attention à leur environnement. Matt accéléra pour arriver au niveau de Travis. « On voit des serpents ici ?» demanda-t-il. Le rouquin répondit avec un accent prononcé. Ils devaient venir des campagnes ou du Middle West, devina Matt. Les serpents, je sais pas, mais les scorpions, ça c'est le pire. Les scorpions, c'est quoi? Comme une grosse vipère, sauf que sa peau est constituée d'un assemblage de carapaces assez rigides comme la queue d'un scorpion, avec le même dard que les scorpions à l'extrémité. Mais comme elle fait en général 1 mètre de long, on te laisse imaginer la taille du dard. Dangereux en cas de piqûre. T'en fais pas, si un scorpion te pique, le temps que tu le réalises, tu seras déjà mort, plaisanta Travis. Matt ne le trouva pas drôle, et il se tut pendant le reste de la randonnée. Ils firent une autre halte plus tard, et les premiers signes d'urbanisme, ou plutôt de ce qui en restait, se manifestèrent peu après-midi par un véritable mur de lianes. Ce qui
sous le toit d'une station-service. Matt remarqua aussitôt les pompes noircies et atrophiées et eut l'impression qu'elle avait fondu. Le sol était tapissé d'une épaisse mousse brun et vert. On va s'arrêter ici pour manger et ensuite on se séparera en groupe de deux, indiqua Doug. Ils avalèrent des sandwichs en allongeant leurs jambes lourdes et très vite leur intérêt pour les environs les remit sur pied. Tobias regarda ses deux comparses un instant et leur annonça: « Je vous laisse tous les deux, je vais me mettre avec Travis, c'est un gars solide. » Matt acquiesça mollement, un peu gêné. Il aperçut Doug qui proposa à Arthur de venir avec lui. Comme par hasard, songea-t-il. Si vous voulez faire un sale coup, au moins vous êtes peinard entre traîtres. Gwen s'approcha pour se mettre avec Ambre, mais elle s'arrêta en la voyant en compagnie de Matt. Elle eut un sourire espiègle et se résigna à faire équipe avec le grand et costaud Sergio. Doug rappela à tous les consignes de sécurité. Personne ne s'éloigne. Si vous estimez que vous ne pouvez pas retrouver le chemin de la station-service, vous vous arrêtez et vous soufflez là-dedans. On viendra vous chercher. Il distribua alors un sifflet à chaque paire de travailleurs. Servez-vous-en seulement si vous êtes certain d'être perdu, parce que ça risque de ne pas attirer que nous. Soyez vigilants, soyez discrets, ne criez pas, contentez-vous de remplir vos sacs de nourriture. Vérifiez bien les dates de consommation, les boîtes de conserve. C'est bon, mais tous les produits facilement périssables, on ne prend pas. Allumettes et briquets sont les bienvenus. J'ai distribué la liste des vêtements à Gwen, c'est elle et Sergio qui s'en chargent. Je sais où se trouve la pharmacie, alors je m'en occupe. On se retrouve ici dans 2 heures pour ensuite passer par le supermarché et remplir ensemble la carriole de plumes. Tous approuvèrent et ils s'élancèrent dans les directions différentes. Matt désigna Plume à Ambre. Elle reste ici toute seule. Oui, c'est plus sûr, ne t'en fais pas. C'est une hygiène particulière, rappelle-toi. Il ne lui arrivera rien. Matt eut du mal à abandonner son compagnon à Pat, mais sur l'insistance d'Ambre, il quitta le rideau protecteur de la station. Les rues qu'ils empruntèrent n'avaient de ville que le souvenir, tant on ne reconnaissait plus rien. Matt et Ambre marchaient chacun d'un côté pour scruter l'intérieur de ce qui avait été des magasins. Les vitrines étaient recouvertes de feuilles et les enseignes ne servaient plus que de tuteurs horizontaux, voire de nids. Un oiseau s'approcha tout près d'eux et Matt le remarqua, car il ne semblait pas effrayé, plutôt curieux même. Après 50 mètres, Matt s'étonna qu'il soit encore là, à voler au-dessus d'eux et à se poser régulièrement pour pouvoir les examiner. Ambre, depuis le trottoir opposé, ne pouvait le remarquer, et Matt décida de ne pas la distraire avec ça, bien qu'il trouvât ce comportement pour le moins étrange. Après quelques bonds supplémentaires, l'oiseau décida qu'il en avait assez vu et s'envola pour disparaître dans un trou entre les lianes aux filets naturels qui surplombaient leur tête. Matt répéta alors ce qui avait été l'épicerie et il appela Ambre d'un petit sifflement. Il dut renforcer la porte pour attacher la mousse qui s'était amassée derrière. L'intérieur était encore plus obscur que les rues recouvertes de leur perles végétales. Une odeur pénétrante d'humidité flottait dans la boutique. Ils attendirent que les cieux s'habituèrent à la pénombre et sillonnèrent les rayons encore pleins de marchandises. Parfait, décréta Ambre. On prend des boîtes de conserve, des pâtes et même des biscuits qui sont largement mangeables. Ils remplirent les 2 sacs à dos au maximum, les sacs de randonnée, solides et volumineux, prêts à accueillir 20 kilos de matériel. Ambre chargea le sien de plein de boîtes
sacrément lourd. Et on est bien en avance sur le planning. Je propose qu'on le laisse là pour explorer un peu les environs. On viendra reprendre notre équipement avant de rejoindre tout le monde. Ça te dit? Oui, mais tu es sûr que tu pourras porter tout ça? On va essayer. Il devait peser au moins son poids maximum. Au prix d'un violent effort, Matt parvint à le hisser et à enfiler les bretelles. Tu vas tenir tout le trajet du retour, s'inquiéta Ambre. Faudra bien. Il relâcha le paquet et ils s'empressèrent de retourner à l'air frais. Vous ne prenez pas d'outils ou d'équipements comme les casseroles, voulut savoir Matt en marchant. On a déjà ce qu'il faut dans le manoir, comme plus personne ne vit dans les environs. Les villes restent pour nous inépuisables entrepôts. On n'est pas pressé. Bientôt, des dizaines d'aliments auront disparu. On ne pourra plus les trouver. Dans quelques mois, les dates de péremption seront largement dépassées. C'est pour ça qu'on essaye de se mettre à l'agriculture. On apprend, on se prépare pour l'avenir, lorsqu'il faudra produire nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Et d'où vous apprenez? Dans le livre des espoirs. Matt fronça les sourcils. J'ai jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est? C'est Doug Gila, un livre dans lequel on explique comment cultiver telle céréale, comment faire du sucre, comment récolter l'eau de pluie et la filtrer pour la rendre potable. Autant de choses vitales pour notre survie à moyen terme. Ça va devenir un livre sacré ce truc, plaisanta Matt. Ambre le fixa son sourire. C'est déjà le cas. Matt, sans cet ouvrage, nous serons condamnés à mourir à petit feu. C'est pour ça que nous l'appelons le livre des espoirs. Sachant que c'est Doug Gila, il faut être méfiant des conseils qu'il peut donner. Jusqu'à présent, il nous a toujours aidés. J'imagine que ça doit faire partie de son plan. Se rendre omniprésent, indispensable, pour mieux nous détruire ensuite. Quand j'y pense, je ne comprends pas ce qui le motive. Pourquoi vouloir notre perte? Il est le personnage central de l'île. Il est parvenu à s'imposer naturellement, et personne ne remet son autorité en question. Que peut-il vouloir de plus? Je ne sais pas. Ils débouchèrent sur une vaste place où le toit de liane qui recouvrait les rues depuis le sommet des immeubles était nettement plus clairsemé. Le soleil perçait par de gros trous et ses rayons dessinaient des mares d'or sur la mousse. Une fontaine décorait le centre de l'esplanade et la grande surprise des deux adolescents, l'eau y coulait encore. De longues marches conduisaient à l'entrée de ce qui avait dû être un palais de justice, un énorme bâtiment encadré de colonnes et surplombé d'un fronton rectangulaire. Ambre et Matt s'assirent sur la marche mousseuse et la fontaine ébua de son eau claire. Ambre s'aspergea le visage et contempla la perspective imposante que leur offrait la place et le long boulevard par lequel ils étaient arrivés. 6 mois déjà, et je ne parviens toujours pas à m'habituer à ce paysage, ces villes vides, rendues à la nature agressive. Bonjour, bienvenue à toi, bonsoir. Personne nulle part, à peine une poignée d'enfants, répandus ici et là dans les villages devenus forteresses pour se protéger. Matt la couvrait du regard, les gouttes d'eau se fondaient avec les taches de rousseur sur sa peau. Un fin duvet blond recouvrait ses traits comme sur une feuille de menthe, une feuille à l'odeur capiteuse songea Matt en repensant à son parfum. Elle était vraiment belle. Il eut soudain l'irrépressible envie de la serrer dans ses bras. Au milieu de cette solitude, face aux incertitudes de son avenir, Ambre incarnait la chaleur de l'espoir de la vie, une envie de partager que Matt voulait goûter pleinement.
Ce n'était pas un pan qui parlait, mais un homme, un adulte à la voix éraillée. Des cliquetis métalliques et des pas lourds, étouffés par le tapis végétal, se rapprochaient. Des cyniques. Chapitre 33. Bonne et mauvaise nouvelle. Ambre et Matt s'accroupirent aussitôt derrière la fontaine, tandis que trois cyniques entraient sur la place par une ruelle étroite. Matt releva la tête pour les apercevoir. Ils étaient à 10 mètres à peine. Tous trois portaient un assemblage de protections en cuir rigide noir et en ébène, ainsi qu'un casque similaire. Ils se sont fabriqués des armures, s'étonna Matt. Il remarqua l'épée, la masse d'armes et la hache qu'ils arboraient au ceinturon. Qu'est-ce que le gamin dit alors demanda le plus petit du groupe. Allez, raconte. Oh, merci. Ça m'a fait peur. Wow, merci beaucoup. Ça m'a fait peur le bruit. Merci. Alors, il ne dit pas, il écrit. Chipota celui qui avait une voix éraillée. Ce dernier déroula une petite bande de papier et l'approcha de son visage pour lire. C'est pas grave. Pas prêt, n'attaquez pas de suite. Se passent des choses étranges sur l'île. Les pans ont des pouvoirs. Je dois neutraliser petit groupe de meneurs, 3 en particulier, pour garantir notre succès. Vous recontacte bientôt. Patience. Il se fout de nous, quoi. On ne va pas faire poireauter 100 bons hommes dans cette jungle pendant encore un mois. Ce gosse sait ce qu'il fait. Donnons-lui encore un peu de temps. Les gamins ont des pouvoirs, qu'il écrit. Jack, c'est des âneries. Tu sais très bien ce dont on doit faire. On va en capturer le plus possible et on les traînera avec nous au sud. Ils n'auront aucun pouvoir. N'empêche, je suis officier et je te dis, on attend le prochain message pour attaquer. On va demander à Sir Sawyer ce qu'il en pense, mais je suis sûr qu'il sera d'accord avec moi. Ça peut prendre 3 jours ou une semaine. On va attendre ce qu'il faut pour les accueillir sans effort, grâce à ce mouflet. J'ai pas envie de reproduire ce qui s'est passé à côté de Reston. On avait sous-estimé les défenses de ces petits morveux, je te rappelle. Ils nous ont bien fait payer, et au lieu de les faire prisonniers, il a fallu tous les tuer pour emporter leur corps. Matt guetta Ambre qui semblait aussi abasourdi que lui. Il se remit à genoux, tout près d'elle. C'est pour ça que Doug est venu, chuchota-t-il. Il voulait leur donner un message. On s'en va, vite. Penché en avant, il s'éloigna en silence. Suivis par Ambre, ils prirent une rue parallèle, retrouvèrent l'épicerie pour se charger de leurs sacs et parvenaient presque à la station-service lorsque Ambre, essoufflée, prit la parole. On ne peut pas sonner l'alarme, pas tant que nous sommes. Oh, désolé. Oh,
problème avec l'image. Il y a des personnes qui ont un problème ou juste une personne. Je reprends. On ne peut pas sonner l'alarme, pas tant que tous les complices de Doug ne sont pas démasqués. Notre plan tient toujours. Il faut d'abord les identifier. Ensuite, on alertera les pans et on pourra arrêter les traîtres pendant la nuit. Si on répète maintenant ce qu'on vient d'entendre, Doug ou l'un des siens préviendra les cyniques qui lanceront l'attaque. Tu as raison, j'espère seulement que les 3 gars qu'on a vus ne vont pas tomber sur nous pendant qu'on termine de remplir la carriole de plumes. On va dire qu'on a vu des loutons traîner dans le secteur. Tout le monde sera aux aguets et on se hâtera de filer. Les pans se retrouvèrent comme prévu sous le toit de la station-service, les sacs à dos lourdement chargés. Ambre et Matt éprouvèrent des difficultés à regarder Doug dans les yeux. Ils n'avaient qu'une envie, crier à tous qu'ils s'apprêtaient à les trahir et à les livrer aux cyniques. Tobias afficha un sourire fier que Matt ne lui connaissait qu'en de rares occasions, généralement des coups douteux. Il voulut aller le voir, mais préféra expliquer qu'ils avaient aperçu un groupe de gloutons tout près et qu'il ne fallait pas tarder. À l'évocation des mutants, tout le monde frissonna. On se hâta d'aller devant le supermarché et de charger la carriole avant de repartir. Sur le chemin du retour, Tobias se rapprocha de ses 2 amis et leur annonça « J'ai une bonne nouvelle. » Et nous, on en a une très mauvaise. Matt entreprit de relayer tout bas ce qu'ils avaient vu et entendu, et Tobias devint tout pâle. « Une attaque, répéta-t-il incrédule. On est fichus, ils vont nous emporter vers le sud et on ne nous reverra plus jamais. Calme-toi, rien de tout ça ne va se produire, on va trouver une solution. Alors c'est quoi ta bonne nouvelle? Tobias avait perdu son sourire, il lança toujours, sous l'effet de la peur. Travis et moi, on s'est séparés pour aller plus vite tout à l'heure. En cherchant un endroit intéressant pour faire mon plein, j'ai vu Doug au loin avec Arthur. Je les ai suivis. Ils faisaient leurs courses normalement, jusqu'à ce que Doug devienne méfiant et s'assure que personne ne les espionnait. J'ai bien failli me faire repérer, mais j'ai eu le temps de me mettre à couvert. Quand je suis ressorti, ils avaient disparu dans un grand magasin de vêtements. Tu es allé voir à l'intérieur sans qu'ils m'attendent impatient. Bien sûr, je n'allais pas les lâcher alors qu'ils préparaient un sale coup. Je les ai retrouvés dans les étages. Tu sais ce qu'ils ont pris? Non, des manteaux à capuche identiques à ceux qu'ils portent la nuit quand ils se retrouvent. Ambre intervient. Maintenant, on n'a plus aucun doute. Arthur aussi est un des comploteurs. Mieux que ça, triompha Tobias, en baissant la voix pour ne pas attirer l'attention du reste du convoi. J'ai repéré 3 manteaux après eux. On va pouvoir se mélanger à leur groupe, comprit Matt. Oh, ça, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Tempéra Ambre. Ils vont immédiatement s'en rendre compte. Possible, mais je prendrai le risque tout de même. Tu as entendu ce qu'il disait. Les cyniques sont aux portes de l'île. C'est une question de jours avant qu'ils ne nous attaquent. Tobias approuva et dit: avec la fatigue du voyage,
résidence qu'elle en devenait sombre. Quelque part, non loin de là, une centaine de cyniques en armure, lourdement armés, attendaient le signal pour lancer l'assaut. Tout ça va se jouer à pas grand-chose, murmura Matt. Il ne faut pas commettre d'erreur. Chapitre 34. Bonne et mauvaise nouvelle. Suite. L'expédition rentra sur l'île avec le coucher du soleil pour ne pas se faire surprendre par la nuit. Doug avait fait accélérer la marche sur les 4 derniers kilomètres, si bien qu'à peine arrivés, ils s'effondrèrent épuisés. D'autres bancs, sous l'impulsion de la jolie Lucie, s'emparèrent des sacs et vidèrent la carriole de plumes qu'on libéra de son attelage. La chienne s'ébroua longuement, puis vint renifler Matt, allongé dans l'herbe pour se détendre. Elle le lécha affectueusement et s'éloigna dans la forêt, comme à son habitude. Calvin tendit la main pour aider Matt à se relever et lui annonça: « Allons, marcheurs, à atteindre l'île cet après-midi. On vous attendait pour qu'il colporte les nouvelles du monde. Venez, on s'est réunis dans la grande salle en ce moment. » Les 8 membres de la randonnée furent installés sur les bancs au premier étage. Le long marcheur était un garçon de 16 ou 17 ans, avec de longs cheveux châtains, un nez tordu et des doigts fins couverts de petites plaies. Il avait une longue balafre très récente sur le haut du front et répondait au nom de Franklin. C'est décidément une occupation à risque, souffla Matt à ses 2 camarades qui ne bronchèrent pas. Matt était épuisé et Ambre fasciné. Le long marcheur demanda le silence en levant les mains, et lorsqu'il l'eut obtenu, il déclara: « Voici donc les chroniques du monde nouveau, mes amis. Il y a autant d'inquiétude que de réjouissement dans ce que je vous amène. Sachez-le, pour commencer, les premiers champs cultivés ont donné quelques légumes. L'agriculture ne prend pas partout, mais c'est la preuve que c'est possible. J'y reviendrai en détail tout à l'heure. Cependant, je voudrais aborder la nouvelle. 5 sites panesques se sont regroupés ces dernières semaines, loin à l'ouest, pour fonder notre première cité. On totaliserait plus de 500 membres. Et d'autres arrivent. C'est le plus grand de tous nos sites récents recensés. Et il s'appelle désormais Eden. Qui a choisi ce nom? Demanda Tiffany. Le conseil du village. Ils se sont organisés pour désigner un représentant de chaque site originel afin d'avoir un conseil qui fasse office d'autorité. Tout ça est neuf, il faut en étudier les avantages et les inconvénients. Mais il est possible que d'autres villages de grande taille se créent ainsi au gré des sites qu'ils se rassembleront. Vous êtes bien protégés sur cette île, ce n'est pas le cas de tous. À ce sujet, il marqua une pause pour boire. J'ai une mauvaise nouvelle. Un site très au nord a été détruit. Il ne s'agit pas de Glouton, d'après les rares rescapés, mais d'une tempête d'éclairs, et puis une forme noire a surgi dans leur camp. Elle a attaqué les bancs qui se mettent sur son chemin jusqu'à fouiller chaque recoin. Les survivants pensent qu'il cherchait quelque chose. Matt se redressa sur son banc. Cette description le mettait mal à l'aise. Une forme noire. Sait-on ce que c'est? Interrogea Patrick. Un pan du centaure. Non, l'attaque a été foudroyante.
que c'était cette forme noire, ça ne pouvait être que lui, le Robert Houdin. Non, 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 c'est un rêve, il n'existe pas vraiment, c'est impossible. Matt, ça va, s'inquiéta Ambre en se penchant vers lui. Tu trembles. Il déglutit longuement pour retrouver son rythme cardiaque avant de hocher la tête. L'épuisement, c'est tout, manda-t-il. Franklin, le long marcheur, poursuivait. On n'en sait pas plus sur cette forme noire. Le site qui est le plus au nord affirme avoir aperçu des éclairs dans la forêt 3 jours avant mon passage chez eux, mais rien d'autre. C'est le site le plus proche du nôtre, interrogea Colin, le doyen de l'île, à la Guinée ravageuse. Oui, à environ 3 jours de cheval, et puis nous continuons d'en apprendre plus sur le sud. De longs marcheurs sont revenus et ont vu des armées de cyniques, des groupes de 100 hommes chaque fois, avec d'immenses chariots tirés par des ours. Les chariots recouverts par une cage en bois de plus de 10 mètres de hauteur, les cages sont pleines de pans. Une clameur à la fois indignée et effrayée jaillit dans la salle. Le long marcheur imposa le silence en levant à nouveau le bras pour continuer. Tout aussi troublant, les longs marcheurs affirment tous les deux que le ciel au sud est rouge. Tous les jours, au matin, du matin au soir, du soir au matin, ça ne change pas. Un rouge flamboyant, vif et inquiétant. Les chariots partent dans cette direction. Il semblerait que les cyniques vivent quelque part sous ce ciel infernal. 1 heure plus tard, lorsque le long marcheur eut terminé, Matt accompagna ses amis à la cuisine pour manger. Ils étaient affamés. Lui ne toucha guère à son assiette. Cette histoire d'ombre au nord et d'attaque lui noua l'estomac. Il ne parvenait pas à se détacher de son intuition. Le Robert Houdin existait vraiment et il se rapprochait, tuant toute opposition sur son passage. Mais pourquoi me cherchait-il, moi? Peut-être qu'il existe, mais que dans la réalité, il ne me cherche pas. Il me veut dans mes rêves, uniquement dans mes cauchemars. Matt se raccrocha à tout et n'importe quoi, sans tout à fait y croire. Ambre le fit sortir de ses pensées, après avoir englouti une assiette de pâtes. Les cyniques se déplacent en groupe de 100 hommes, ça ne vous dit rien. Je suis sûre que ceux qui sont dans la forêt au-dessus de notre île sont également l'un de ces énormes chariots. J'échangerai mon altération pour découvrir ce que les cyniques font avec nous. Pourquoi enlèvent-ils tous les pans pour les emmener au sud? Moi j'aime autant ne pas savoir, protesta Tobias. Ça voudrait dire que je suis encore ici, en bonne santé, plutôt que dans leur saleté de cage. Et toi, Matt, qu'en penses-tu? Demanda Ambre. L'intéressé haussa les épaules. Je ne sais pas. J'en pense rien. On a d'autres préoccupations, je crois. En parlant d'altération, tu as eu vent de résultats positifs? Ambre secoua la tête, l'air soudain contrarié. Non, rien de nouveau. Tous les pans concernés continuent de travailler, avec plus ou moins de réussite. Rien de nouveau en tout cas. De mon côté, je m'entraîne tout le temps et je ne la contrôle pas du tout. Parfois je sens que je suis à 2 doigts d'obtenir un résultat, et puis non. Il ne se produit rien, c'est rageant. Et cette histoire de 3e faction, qu'est-ce qu'on en fait, grogna Tobias? C'est pas notre priorité, déclara Matt. C'est un ou des assassins tout de même, répliqua Ambre. Dois-je rappeler que cette faction a tenté de nous faire tomber un énorme lustre sur le crâne? Matt se leva. On n'a absolument rien pour enquêter sur cette mystérieuse faction. Je vais me coucher. Avec Tobias, on va dormir dans la même chambre désormais, pour plus de sécurité. Tu peux en faire du temps de autant avec une des filles de l'hydre en qui tu as confiance. Sans problème, Gwen sera ravie. Depuis que je lui parle de son altération avec l'électricité, elle n'aime pas
petit poney.